Bonjour. Alors aujourd'hui, on va continuer notre cours de géostatistique et parler de stratégie de prédiction spatiale. La question qui nous intéresse est de faire une estimation locale, c'est-à-dire d'estimer une valeur non échantillonnée à partir d'un ensemble d'échantillons disposés sur un domaine d'étude. Une première étape pour faire ça peut consister à calculer une distance à l'ensemble des données et à utiliser cette distance pour réaliser la prédiction. Plus on se rapproche d'un échantillon, plus cet échantillon devra en général avoir de l'influence sur cette solution. La stratégie la plus simple pour utiliser cette notion de distance aux échantillons consiste à aller chercher le plus proche voisin et n'utiliser que lui pour faire l'estimation. C'est-à-dire que sur le point qu'on cherche à estimer ici en rouge, on va chercher le voisin le plus proche pour récupérer sa valeur et donc supposer que cette valeur est représentative de l'ensemble du polygone d'influence du point, qui est un polygone de Voronoi, donc qui détermine tous les pixels plus proches de ce point que de n'importe quel point de données. Et donc, vous voyez que, appliqué à l'ensemble des pixels de l'image, on a une décomposition du domaine en diagramme de Voronoi. Notez que par rapport au problème de déclustering dont on parlait dans la séquence précédente, l'aire des polygones peut également servir comme pondérateur quand on veut faire du déclustering. C'est-à-dire que plus l'aire du polygone d'influence d'un point sera faible, et plus il aura un poids faible dans le calcul de statistiques avec des groupements. Le problème de cette estimation est qu'elle est génératrice de discontinuité artificielle. Si on imagine qu'on n'est pas en train de regarder une intensité lumineuse, mais par exemple une topographie, on a mesuré la hauteur d'une surface topographique dans un ensemble de points, en fait, on va générer des polygones et des marches d'escalier entre ces différents polygones. Donc on va avoir quelque chose qui va ressembler à des orgues basaltiques où on est en train de gravir des marches d'escalier entre les différents points. Un autre problème est qu'on n'a pas de mesure d'erreur, c'est-à-dire qu'on va utiliser la valeur des points dans les polygones correspondants, mais on n'a aucune idée de l'erreur d'estimation. Et un dernier problème concerne l'extrapolation. Vous voyez qu'en extrapolation, on a tendance à avoir des discontinuités qui se prolongent jusqu'à l'infini ou jusqu'au bord du domaine, qui sont sans doute relativement discutables. Une autre stratégie consiste à n'utiliser non pas le plus proche voisin, mais utiliser les 3 plus proches voisins du point. Et donc, en fait, ça correspond à ce qu'on a vu en géomodélisation, qui est une triangulation. Donc ce qu'on va faire pour une triangulation, c'est associer les points de données, relier les points de données par des triangles, et faire une interpolation linéaire où la valeur au sein du triangle sera donnée par une combinaison linéaire donc des 3 sommets du triangle, qui sera une fonction de la distance relative entre les 3 sommets du triangle. C'est ce qu'on appelle une interpolation barycentrique, et c'est ce qui est fait, encore une fois, en géomodélisation quand on s'intéresse à une topographie. La géométrie varie linéairement sur les triangles. Comment calcule-t-on ces différents pondérateurs? On va calculer en fait des aires relatives entre le triangle formé par le point qu'on cherche à estimer et la base au sommet qui nous intéresse. Donc ici, le schéma représente le pondérateur lambda 1 qui correspond au sommet x1. Donc on forme ce triangle bleu qui relie le point qu'on cherche à estimer au sommet opposé de x1, et on divise l'aire de ce triangle bleu par l'aire de l'ensemble du triangle, et donc on a ainsi un moyen de calculer lambda 1, lambda 2 et lambda 3 et d'effectuer notre interpolation linéaire. Si l'on analyse les résultats, on voit que par rapport à l'interpolation par plus proche voisin, on a des discontinuités de l'estimation qui ont disparu. En revanche, il reste des discontinuités de la dérivée, c'est-à-dire que nos triangles sont linéaires par morceaux, ce qui veut dire que sur une arête entre deux triangles adjacents, on a un changement de pente tout à fait brutal. Encore une fois, on n'a pas de mesure d'erreur, et cette fois-ci, on est carrément incapable de faire de l'extrapolation, parce que la triangulation, par définition, s'arrête à l'enveloppe convexe du nuage de points. Donc dès qu'on sort de cette enveloppe,
on n'a pas de solution et donc il faut trouver un moyen autre pour réussir à estimer la valeur. Troisième méthode d'interpolation, on revient au diagramme de Voronoi, mais cette fois-ci, on va considérer le point que l'on cherche à estimer, en rouge ici, et on va rajouter son polygone d'influence, sa cellule de Voronoi, dans le diagramme de Voronoi des points de données. Ça va nous permettre de calculer un ratio de recouvrement entre le polygone correspondant au point à estimer et les polygones correspondant aux données échantillonnées. Et donc c'est ce ratio qui va nous permettre de déterminer les poids d'un pondérateur linéaire. L'intérêt de cette approche, c'est qu'on a une meilleure continuité qui va de la continuité de la valeur jusqu'à, dans certains cas, une continuité de la dérivée seconde de la fonction qu'on estime. Mais encore une fois, on n'a pas de mesure d'erreur et en extrapolation, on a quelque chose qui peut marcher relativement mieux. Donc il y a des travaux qui ont une dizaine d'années qui permettent de gérer les problèmes d'extrapolation avec ce type d'interpolation. Ce type d'interpolation, d'ailleurs, est pas mal utilisé, de même que les éléments linéaires, dans les méthodes numériques pour résoudre les équations en dérivée partielle, type éléments finis. Donc vous verrez ça éventuellement dans d'autres modules à l'école de géologie. Si on généralise les trois interpolateurs qu'on vient de voir, on est en train de faire des interpolations linéaires. La valeur que l'on cherche à estimer au point x, z étoile de x, est une combinaison linéaire d'un certain nombre de points qui sont le plus proche voisin, les trois plus proches voisins, ou un certain nombre de plus proches voisins. Et toute la question revient à calculer ces fameux pondérateurs linéaires, et donc on vient de voir trois méthodes pour faire ça. Donc, quand on parle d'estimateur linéaire, on a deux questions qui se posent. La question, c'est jusqu'où va-t-on pour chercher les plus proches voisins, donc combien de voisins on va prendre dans le voisinage, et puis comment on calcule les pondérateurs. Une méthode assez classiquement utilisée consiste à utiliser la distance inverse. Donc on va prendre les n plus proches voisins, ce sera un paramètre d'entrée, et on va chercher à pondérer en fonction de l'inverse de la distance. Donc on va, pour chaque point de données, prendre la distance au point à estimer, ou l'inverse de cette distance plus exactement, et le pondérateur sera égal donc à l'inverse de cette distance divisé par la somme des inverses de toutes les distances sur l'ensemble des points considérés. Donc quand on fait ça, on obtient une topographie, j'aime bien parler de topographie quand on regarde des cartes ici, qui correspond à des profils en forme de cône autour des points considérés. On peut également prendre la distance, alors plutôt que de prendre la distance en valeur absolue, on peut prendre la distance au carré. Et dans ces cas-là, on a plutôt des profils en forme de parabole, des zones d'influence de points en forme de parabole. Et on peut prendre des distances à n'importe quelle puissance. Donc si on augmente très fortement la puissance de la distance, on retrouve le plus proche voisin, quasiment. C'est-à-dire que les points qui sont trop éloignés du point qui nous intéresse ont une influence beaucoup plus faible relativement au point le plus proche. Parmi les autres estimateurs existants, il est possible d'utiliser une approche dite de moyenne glissante, où on va définir un voisinage sur le domaine, d'accord? C'est le cadre rouge qui est en train de circuler, et à l'intérieur de ce voisinage, on va pouvoir calculer la moyenne et tout un ensemble de statistiques, comme la médiane et l'écart type. Ça nous permettra non seulement d'avoir une valeur locale au centre du voisinage, mais en plus de caractériser l'erreur d'estimation et donc la robustesse du résultat. Alors le problème de ce type d'approche, c'est que si notre voisinage, donc notre grille rouge, est trop petite, on va avoir des statistiques qui seront peu fiables parce qu'on risque d'avoir trop peu de points à l'intérieur du voisinage, voire aucun point. Et à contrario, si on augmente trop la taille du voisinage, on aura le même problème que sur une estimation globale de la moyenne, c'est-à-dire que notre estimateur ne sera pas spatial, il va nous donner la même estimation partout. On peut appliquer le même principe avec l'approche des KNN, des K-Nearest Neighbor, donc les K plus proches voisins.
qui utilise exactement le même principe, mais qui n'est pas borné en fonction d'une distance ou d'une grille, mais qui est borné en fonction du nombre de voisins le plus proche. Et puis, de même qu'on a fait une interpolation avec une triangulation, on peut également utiliser des fonctions mathématiques non linéaires, des polynômes, des splines, des fonctions rationnelles, pour faire des estimations spatiales en utilisant les mêmes principes que ce qu'on a vu par exemple en triangulation. Alors la question qui se pose, une fois qu'on a vu un petit peu ces différents types d'approches d'estimation spatiale, c'est comment évaluer la qualité de ces différentes méthodes, comment caractériser ces différentes méthodes, comment choisir ces différentes méthodes. Une approche couramment utilisée en apprentissage machine ou machine learning consiste à regarder la capacité de la méthode d'estimation à reproduire ce qu'on a réellement observé. Donc c'est un principe statistique très simple qui s'appelle la validation croisée. On va tirer aléatoirement des points de données au hasard, on va prendre un certain pourcentage de points et on va délibérément choisir de les ignorer, et puis on va estimer les valeurs en ces points. D'accord? Donc on va supposer qu'on a nvk points tirés aléatoirement. On va donc estimer les valeurs en ces points, et une fois qu'on a fait ça, on va calculer l'erreur quadratique moyenne sur ces points, c'est-à-dire la somme des erreurs au carré entre la valeur qu'on connaît, vu qu'on a fait des mesures sur des points z de xi, et la valeur qu'on a estimée avec une méthode donnée. Et puis, on va répéter cette opération en retirant aléatoirement un autre ensemble de points de données, etc., etc. Et on peut faire ça un très grand nombre de fois. Et ça nous permet de faire deux choses. La première, c'est d'estimer la prédictivité de notre méthode d'estimation. Donc on a une méthode d'estimation, on l'applique et on peut mesurer sa prédictivité et on peut comparer différentes méthodes d'estimation et savoir laquelle est la meilleure ou laquelle prédit le mieux dans un cas d'étude précis. Mais ça peut aussi, et c'est pour ça que c'est beaucoup utilisé en apprentissage machine, nous permettre de calibrer les paramètres d'interpolation de la méthode. Par exemple, je vais pouvoir calibrer la puissance P si j'utilise une méthode inverse en essayant de trouver la valeur de puissance de la distance qui me permet d'avoir la meilleure prédictivité avec ce type d'approche. Et ça va nous ramener à un problème inverse ou à un problème de calibration de paramètres dont vous parlerez en cours de géophysique et dont vous parlerez à la fin de ce module avec Benoît Marx. Il existe d'autres critères pour juger de la qualité d'une méthode d'estimation, des critères théoriques cette fois-ci, par exemple l'exactitude. Donc si on a un ensemble de points, je suis en train de visualiser ici un problème d'estimation en une dimension, j'ai un ensemble de points en fonction d'une coordonnée d'espace x, et je peux faire une interpolation qui va être exacte, c'est-à-dire qu'elle va passer exactement par les points de données. En revanche, si je fais une approximation avec une méthode de type spline, j'aurai une approximation qui sera inexacte parce qu'elle ne va pas, en général, passer exactement par les points d'observation. La continuité, on a parlé de la continuité quand on a vu des exemples, elle nous permet de savoir s'il y a des singularités dans la solution. D'accord? Donc, j'ai par exemple ici des points un estimateur linéaire qui a une continuité C0 et un estimateur qui utilise une fonction polynomiale qui a une continuité C2. Autre critère théorique pour juger de la qualité d'une méthode d'estimation, c'est est-ce qu'elle est biaisée. Vous voyez que la courbe violette ici a tendance à être toujours au-dessus des points de valeur, sauf au niveau des points de valeur, et donc on a tendance à surestimer le résultat par rapport à ce qui semblerait intuitivement raisonnable. Donc on parlera dans ce cas-là de solution biaisée. Encore un critère qui concerne cette fois-ci la convexité de la solution. En fait, la convexité regarde si dans l'espace des valeurs, on génère des solutions qui sont soit comprises entre le minimum et le maximum des valeurs, donc le Zmin et le Zmax, soit qui vont déborder localement ou pas sur ces bornes maximales et minimales des valeurs mesurées.
À ce moment-là, on parlera de solution non convexe, car elle sort du domaine, la solution sort du domaine des valeurs. Un cinquième critère d'évaluation d'une méthode d'estimation concerne sa capacité à évaluer la fiabilité de la solution. On a vu que certaines méthodes donnent une réponse déterministe et d'autres méthodes vont caractériser l'erreur, qu'on va pouvoir représenter par exemple par des barres d'erreur autour de chaque point d'estimation, ou des intervalles de confiance autour de chaque point de l'estimation. Enfin, dernier type de critère qui est particulièrement important en géologie, c'est la capacité d'une méthode à prendre en compte des connaissances a priori. Peut-être que finalement ces points, c'était uniquement un échantillonnage d'un pli qui avait une certaine morphologie et qui était caractérisé par une surface axiale ici assez inclinée qu'on peut trouver dans des structures métamorphiques. Alors, pour résumer ce premier cours, nous avons réalisé une première analyse de données spatiales et une des principales conclusions est que nous avons observé qu'un échantillonnage irrégulier dans l'espace peut se traduire par des biais statistiques à cause de la redondance possible des données. Et on a vu quelques stratégies de dégroupement ou déclustering assez simples pour compenser ces biais. Le deuxième point dont nous avons discuté concerne les quelques approches d'estimation spatiale. On a introduit dans ce cadre un certain nombre d'estimateurs linéaires et défini des critères de qualité pour comparer différents estimateurs. Un des problèmes qui se pose et qui fera l'objet du prochain cours concerne la capacité des différents estimateurs à prendre en compte la redondance spatiale, et donc nous verrons la prochaine fois comment caractériser de manière rigoureuse cette redondance spatiale entre des échantillons. Merci de votre attention et à bientôt.